De conclusies van de dag zullen nu worden voorgesteld door Christophe Meink. Christophe Meink is operationeel directeur criminologie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en is tevens hoogleraar aan de Universiteit Saint-Louis van Brussel. Zijn cv op de website van het NICC beslaat maar liefst 12 bladzijden. Dus ik ga zeker geen poging doen om die kort samen te vatten, maar ik onthoud wel zijn interesse voor fietsen. En ik ken hem ook als een fervent gebruiker van Twitter. Hij zal dus de conclusies van deze dag voorstellen. Monsieur Meink, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de faire cet exercice particulièrement périlleux rapidement, parce qu'à mon avis, je n'aurai pas à vous parler pendant une demi-heure. C'est quand même assez compliqué de tirer les conclusions de toute une journée comme ça pendant le temps de parole de mon prédécesseur. Je vais commencer quand même par ce qui s'impose, c'est-à-dire par des remerciements. D'abord, vous remercier d'être venu et vous dire à quel point j'étais heureux de voir que nous avions tant de gens inscrits à une journée qui promettait quand même d'être relativement ardue, ce qui, pour moi, est un signe très positif parce que ça indique quand même que, quoi qu'on puisse dire sur le fait que nous sommes, et nous le sommes tous, pris dans l'urgence du quotidien, je crois qu'il reste un immense besoin de réflexion autour des questions de justice. Et donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Je voulais aussi évidemment remercier tous ceux qui ont organisé ça, parce que finalement, nous, à l'INCC, on a eu la partie la plus confortable, ou presque, à savoir se soucier essentiellement des questions scientifiques et laisser la dure tâche de vous nourrir, de prévoir la salle et les appareils de traduction à d'autres personnes. Et donc, je voulais quand même les remercier. Je me propose de ne répondre à aucune question. Je vous propose plutôt de repartir riche de nouvelles questions parce que je pense que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est surtout 2 questions. Je trouve qu'il y a souvent trop de réponses. Trop de mauvaises réponses à trop de mauvaises questions pourrit le débat sur la justice. Et donc, j'aimerais poser des questions. Voilà, je suis désolé si ça vous frustre. Alors, je pense que ce qui ressort de manière assez claire de cette journée, c'est que quand même nous avons un léger problème. C'est-à-dire qu'en passant en revue l'ensemble des interventions, malgré la dernière dont malheureusement je n'ai pu profiter que très peu, je crois que je peux dire que tout le monde a quand même pointé toute une série de difficultés, voire de graves difficultés. Je n'ai pas dit qu'il fallait courir dans les couloirs en s'arrachant les cheveux, mais en tout cas, de toute évidence, nous avons un petit souci. Alors, pour prendre... Je vais essayer de parcourir de manière très subjective la journée, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. La première, me semble-t-il, c'est que notre système, si problématique soit-il, ne semble pas être une fatalité. Il n'est pas une fatalité en pensée, puisqu'on a vu, par exemple, avec Sonia Snaken, qu'on pouvait penser d'autres choses. On a, par exemple, parlé de la peine comme dernier recours. C'est quelque chose qu'on entend très souvent, hein, la prison comme ultime remède, le pénal comme toute dernière défense des intérêts de la société, etc. Donc nous sommes quand même capables de penser à d'autres choses. C'est déjà, nous ne sommes pas sidérés face à notre système. Il est aussi assez rassurant de se rendre compte que notre système n'est pas une fatalité non plus dans les faits. C'est-à-dire qu'on nous a donné des exemples, et je me réfère encore à l'intervention de Sonia Snaken, où il était possible de diviser par 4 la population carcérale. Ça laisse rêveur, mais en même temps, ça donne de l'espoir aussi. Donc il est possible d'y faire quelque chose. Autre signe encourageant, c'est peut-être que la peine, ce n'est pas si important. Ça n'a pas l'air fort efficace, ça n'a pas l'air de changer tant que ça la face du monde. Et je trouve ça formidablement rassurant de me dire que nous ne sommes pas ici en train d'essayer de sauver le monde. C'est quand même bien. Je veux dire, nous n'avons pas une météorite fonçant à toute allure vers nous et la tâche de sauver l'humanité. Nous sommes face finalement à quelque chose dont, chacun de notre point de vue, nous faisons sans doute une montagne, et c'est bien naturel, mais qui n'a pas l'air d'être si importante, notamment parce qu'elle a l'air de peser quand même fort peu dans la capacité à agir sur la délinquance. Ce n'est pas si important, mais c'est quand même fort grave.
Et donc, il ne faudrait pas quand même se rentrer chez nous en disant tout compte fait, tout ça, c'est pas bien grave. Si, en fait, c'est grave. C'est notamment grave parce que, comme le rappelait encore Sonia Snaken, la peine, c'est une des emprises les plus violentes et les plus destructrices de l'État sur les individus. Voilà. Et cette peine, finalement, elle nous guette tous, un jour ou l'autre, de manière différente, mais on n'est pas à l'abri. Et donc, quelque part, ce n'est pas si important, mais c'est quand même très grave. Désolé, les bonnes nouvelles ne sont peut-être pas si formidables. Alors sans doute que dans tout ça, et les deux premières interventions, celle de Sonia Snaken et celle de Tom Dams, se structuraient beaucoup autour d'opposition et d'hésitation. Et ça me conduit à penser que ce dont nous avons besoin, c'est de trouver un équilibre, et je crois qu'il est impossible de trouver un équilibre sans avoir des sens aiguisés. Si vous n'avez pas une bonne perception de votre corps, si votre oreille interne est perturbée, si vous avez trop valsé, eh bien, vous peinez à trouver votre équilibre et vous tombez. Et donc, je crois que c'est illusoire de penser que nous trouverons un équilibre sans faire un énorme effort de pensée, sans faire un énorme effort pour aiguiser nos sens. Et aiguiser nos sens, c'est tout. Évidemment, en tant que directeur opérationnel criminologie, je peux maintenant, sans problème, passer une demi-heure à vous compter les misères de la recherche en criminologie, à vous dire que ça serait quand même très important de quadrupler notre budget. Mais il ne s'agit pas que de ça. En fait, trouver l'équilibre et faire l'effort de penser, ça n'est pas croire que des scientifiques un jour vont arriver en vous disant « maintenant qu'on a bien réfléchi, on a la solution ». C'est évidemment pas ça qui peut se passer. Et donc les sens, ce sont les sens de tout le monde, et ça va de l'agent pénitentiaire au magistrat, ça va du scientifique au citoyen, ça va aussi, très certainement, du détenu à la victime. Mais ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'investissement et qui demande aussi à croire beaucoup à l'objectif qu'on se fixe, en sachant qu'il faudra longtemps pour y arriver et qu'en fait, je peux vous le confier, on n'y arrive jamais. Mais ce n'est pas si grave non plus. Alors, relever des questions comme punissons-nous trop ou trop peu, faut-il se confier aux experts ou faut-il prendre le risque d'un populisme pénal, les peines sont-elles efficaces ou ne le sont-elles pas? Ce sont des questions en fait qui ont l'air très simples et qui ne le sont pas. Quelle peine est efficace? De quelle peine parle-t-on? Dans quelles circonstances? À quel moment? On n'en sait rien. Donc ce sont des questions auxquelles il n'est pas possible de répondre et auxquelles aussi on ne peut pas uniquement répondre par des exercices de connaissance. Ce sont aussi des questions politiques. Punissons-nous trop ou trop peu? Un criminologue ne peut pas répondre à cette question. Il peut dire si on punit plus, par exemple, ou si on punit autrement. Mais il ne peut pas dire si c'est trop ou trop peu. Trop peu par rapport à quoi? Trop peu par rapport à des exigences d'efficacité. Mais qu'est-ce que c'est l'efficacité? Si, par exemple, on s'imagine que l'efficacité suffisante sera atteinte quand la récidive sera égale à 0, je pense qu'il vaut mieux passer directement à la peine de mort pour l'ensemble de la population. Ça ira plus vite. Et donc, évidemment, ce genre de question est à la fois une vraie question et en même temps une fausse question. En fait, elle est un processus. Elle est l'invitation à un chemin et un chemin qui n'est jamais fini. Parce que, par exemple, pour cette question de punissons-nous trop ou trop peu, il y a une chose à laquelle nous n'échapperons jamais, c'est la question de la mauvaise conscience. Tant que nous serons un État démocratique, nous aurons à la fois le sentiment de devoir punir, sans doute, mais toujours aussi le sentiment de, quelque part, être injuste et de savoir que nous le sommes. Je pense que c'est la caractéristique d'une dictature ou d'un pouvoir autocratique que de croire qu'il incarne la justice. Je pense qu'ici, dans cette salle, personne n'oserait imaginer qu'il est l'incarnation ou le porte-parole exclusif de la justice. Je trouve aussi très éclairante l'intervention de M. Matthijs qui nous a montré que finalement le savoir était partout et que pour trouver du sens dans la justice et pour progresser dans la réponse aux questions que nous nous posons, eh bien, nous n'étions pas obligés nécessairement de nous tourner vers des scientifiques et de faire de longues études, mais qu'il y avait aussi une large partie de la réflexion qui pouvait se passer au niveau des praticiens et à tous les niveaux des collaborateurs de la justice. Et moi, je trouvais ça fort encourageant. Alors, une chose m'a vraiment frappé, c'est la récurrence de la thématique de l'ambiguïté. Je trouve qu'elle est bien illustrée, notamment dans la contribution de Dave Goodsales, qui montre qu'effectivement, il y a des modèles, il y en a 5, c'est quand même pas mal, ils sont assez bien définis, et puis quand on se rend compte de la façon dont les choses fonctionnent, on se rend compte qu'on est
en permanence entre plusieurs choses, qu'éventuellement on dit qu'on fait certaines choses tout en faisant d'autres, et en étant bien persuadé qu'on fait les premières, celles qu'on avait promis de faire. On voit bien aussi toute la difficulté que nous avons ici dans un exemple particulier qui est celui de la justice des mineurs, mais qui me semble assez facilement transposable à bien des matières, toute la difficulté que nous avons à faire des choix, par exemple, entre le modèle protectionnel et un modèle sanctionnel. Et cette ambiguïté, je trouve qu'on la retrouve finalement tout au long du cheminement de cette journée. À chaque fois, on ne sait pas à quel sens se vouer, à chaque fois, on est un petit peu au milieu de nulle part et on se dit, tout compte fait, quel choix poser? Des modèles alternatifs existent pourtant. Donc on pourrait se dire, mais finalement, il y a des issues. Par exemple, les 2 dernières contributions nous montrent bien qu'il existe d'autres manières de faire, surtout l'intervention relative à la criminalité en col blanc de Karla Nagels, son nom m'échappait un instant, qui montre bien qu'en fait, on peut très bien réguler les choses autrement. Voilà un domaine dans lequel la peine a l'air fort secondaire. Alors, on pourra trouver ça positif ou négatif, mais ça c'est une vision plutôt politique. Mais en tout cas, visiblement, voilà un système qui semble fonctionner sur des principes fort différents. Encore une fois, il faut faire un choix, et encore une fois, on se rend compte que quand les institutions collaborent, elles sont dans l'ambiguïté. Elles collaborent, mais avec des objectifs différents, et des objectifs dont je ne suis pas convaincu qu'elles se les déclarent de manière très claire. C'est-à-dire en disant finalement, moi je fais ceci, toi tu fais cela, mais on peut peut-être de manière opportuniste collaborer sur ceci. Et donc au travers de toutes ces questions d'ambiguïté, je me dis, bon, l'ambiguïté peut aller pendant un certain moment, mais il y a peut-être un moment où aussi nous arrivons au bout d'une zone d'indétermination et qu'il va falloir peut-être choisir des voies. Et j'aimerais, pour ça, rebondir sur la notion de frontière qui a été utilisée pour montrer en quoi le terrorisme, finalement, permettait à 2 parties qui semblent être des ennemis jurés, finalement, d'exécuter la même danse, à savoir dire de ce côté-ci de la frontière, ce sont les miens, et de l'autre côté, ce sont les ennemis. Nous sommes aujourd'hui, je pense, dans un monde qui valorise très fortement l'indétermination. En matière juridique ou en matière de peine, c'est particulièrement clair avec la montée de toute une série de processus qui reposent par exemple sur des monitorings, sur des adaptations constantes. On n'adopte plus une loi sans promettre qu'on la reverra dans 1 an ou 2. On modifie des lois avant qu'elles soient entrées en vigueur, parfois plusieurs fois d'ailleurs, si on veut reprendre l'exemple de la loi de principe qui a été citée tout à l'heure. Nous sommes tous invités à la flexibilité, à la pluralité, à complexifier nos approches du monde, etc. Mais donc nous sommes en permanence confrontés à un mot d'ordre qui est « soyons flexibles, soyons dans l'indétermination, soyons dans l'ambiguïté, adaptons-nous en permanence ». Et je pense notamment qu'au niveau des décisions, en tout cas moi qui ai commencé à travailler sur le ministère public il y a maintenant 20 ans, je trouve que de plus en plus on a du mal d'y retrouver ces jeunes. C'est-à-dire que de plus en plus, il devient difficile de dire « voilà donc ce qu'est le cœur de la fonction de telle institution, voilà ce que fait telle autre institution, etc. » Et de plus en plus, on entre dans une sorte de collaboration à long terme et selon des modalités très variables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le droit traditionnellement était plutôt un système de frontières. C'était un petit système binaire qui faisait la distinction entre l'illégal et le légal, entre le condamné et le non condamné. Qui fermait des prisons, par exemple, qui séparait les compétences, qui s'est fondé pendant des années sur la séparation des pouvoirs, ce n'est pas un hasard, et donc c'est un système de tracé de frontières. Et donc, quelque part, cette logique d'ambiguïté, cette logique de flexibilité, elle pose quand même problème dans un système qui reste très fortement marqué par la figure de la loi et par la figure d'une loi qui, elle ne peut pas faire grand-chose d'autre, la pauvre, est un système relativement primitif, un système binaire qui distingue un intérieur et un extérieur. Quand vous faites un processus de qualification, vous regardez si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont présents, et s'il en manque un, ben il en manque un. On n'est pas dans le cadre, et donc on est hors cadre, et on cherche pour voir si on n'a pas une autre possibilité éventuellement. Alors, l'ambiguïté, ce n'est pas forcément un mal en soi, l'ambiguïté, ça peut aussi être une réserve de sens, et on a vu beaucoup de sens se proposer aujourd'hui, je trouve. Mais l'ambiguïté aussi, je pense que ça se gère et ça se limite. Et donc la question, je pense aujourd'hui, c'est de se dire comment pouvons-nous inventer des modes de création de sens qui nous permettraient de décider quels sont les endroits où nous souhaitons sortir de l'ambiguïté,
Ou est-ce que nous voulons rétablir de la sécurité, de la clarté, des choses qui sont intangibles? On peut penser à des choses comme les libertés fondamentales, dont il semble qu'elles soient de moins en moins intangibles, en tout cas sur lesquelles il y a une pression importante. Mais comment faire pour créer du sens, et un sens démocratique? Pas nécessairement un sens limité au moment de crise où tout d'un coup on se dit « Ah zut, on avait complètement oublié que notre code pénal datait de 1867 », ou ça nous avait complètement échappé que le code d'instruction criminelle date de 1808, sauf un titre qui a été créé comme ça pour faire un code de procédure, et puis qui est resté tout seul au milieu. Et donc, nous sommes dans une sorte de gestion de crise permanente. Alors, on a vu tout à l'heure une alternative, gestion de crise versus je m'en fous. Je pense qu'il vaudrait mieux laisser tomber l'idée qu'on s'en fout. Mais comment sortir de cette logique de gestion de crise et comment créer du sens? Et je n'ai pas dit seulement créer du savoir, j'ai dit créer du sens. Donc il faut, je pense, tracer collectivement des frontières et définir les zones dans lesquelles l'ambiguïté sera tolérée. Pour ça, il faut penser, et on a fait référence, et Yves van den Berg au début de cette journée, qui a fait référence à Beccaria et à Montesquieu, qui continuent toujours d'être comme des phares dans la nuit, mais ce qu'on oublie souvent, c'est deux choses. C'est que pour que les théories de Beccaria et de Montesquieu se mettent en place, il a fallu couper beaucoup de têtes. Et donc, si on pouvait peut-être éviter de réformer le système seulement après avoir coupé beaucoup de têtes, ça serait peut-être intéressant. Et la deuxième chose, c'est que leur théorie prenait place dans une réflexion extrêmement large, qui remettait en question très largement la société. Et si nous voulons faire des exercices de pensée, et si nous voulons créer du sens, il va falloir aussi nous départir de l'idée qu'on va s'occuper de la justice dans un coin, et puis qu'on verra pour le reste un autre jour. C'est-à-dire que les idées de Beccaria ou de Montesquieu, elles ne vont pas sans des idées sur la démocratie, elles ne vont pas sans la remise en question du modèle de société globale. Et donc ça va être difficile. Et donc je ne sais pas du tout si c'est possible même. Je veux dire sans couper des têtes. Si nous voulons penser à la question des peines, il faudra que nous pensions à la justice d'une manière globale et par exemple à la justice civile. Parce que si une des hypothèses peut être dans certains domaines d'abandonner l'approche pénale au profit d'autres approches, par exemple une approche civile, il va falloir quand même commencer à se poser des questions aussi sur la justice civile. On ne peut pas dire qu'elle soit nécessairement en meilleur état que la justice pénale. Il va falloir se poser aussi des questions de justice sociale et fiscale, de démocratie, de politique sociale, de santé, etc. La justice a ça de problématique, c'est qu'elle est immergée dans notre société et qu'elle touche à énormément de choses. Et dans ce cadre-là, sans doute que le danger est l'illusion managériale, pas au sens où la pratique Jan Matthijs, qui a bien montré la fécondité des approches qu'il avait mises en place, mais au sens où l'illusion peut nous venir que finalement, quand on se sera bien organisé, ça ira mieux. Je pense que je voudrais vous laisser deux questions pour finir. Est-ce que ce qui nous coûte en temps, en douleur, en argent, etc., est-ce que tout ce que nous dépensons là, nous le dépensons pour la réalisation d'un projet? C'est-à-dire, est-ce que la prison, c'est notre projet, finalement? Cette chose qui nous coûte tant humainement et financièrement, est-ce que c'est ça notre projet? Et si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous consacrons comme énergie à réaliser notre projet? Et quel est-il, ce projet? Ça, c'est évidemment un problème. Et la deuxième chose, c'est une petite réflexion pour terminer, se dire qu'on ne puisse pas réaliser nos rêves, c'est normal en fait, personne ne réalise ses rêves. Mais est-ce qu'il est normal que nous n'en ayons plus? C'est peut-être ça le plus inquiétant. Voilà, je vous remercie.